Bonjour les cinéphiles, aujourd'hui je m'attaque à un monument du cinéma, Alfred Hitchcock, tout simplement mon idole. J'adore ces films, je les ai vus plusieurs fois et par hasard, un soir à la télévision, je suis retombé sur ce film, L'homme qui en savait trop. Pas forcément son meilleur long métrage, mais on en reparlera dans la partie critique. En attendant, reparlons un petit peu du contexte de ce film. L'année du film, 1956, il s'agit du remake du propre film d'Alfred Hitchcock de 1934. Le réalisateur, évidemment Alfred Hitchcock. Les acteurs principaux, nous avons James Stewart qui tournera 4 films avec le réalisateur britannique et Boris Day, une actrice célèbre à l'époque. Une famille américaine est en vacances au Maroc. Ils rencontrent Louis Bernard, un Français qui les aide à sortir d'une situation embarrassante. Mais cet homme n'est pas celui qu'on croit. Il confie un secret au moment de sa mort à Ben McKenna, pendant que le fils de celui-ci disparaît dans d'étranges circonstances. L'homme qui en savait trop est clairement un bon Hitchcock. On a, selon moi, les ingrédients d'un bon film. Scénario, acteurs, musique couplée à une bonne réalisation, mais attention, concrètement, à certains chefs-d'œuvre du réalisateur, ce film-là présente quelques défauts et on va en reparler. Mais commençons tout d'abord par un facteur vital pour un film, son scénario. On a ici tout ce que j'aime dans le cinéma d'Hitchcock. Si je devais résumer, c'est tout simplement l'ordinaire qui devient extraordinaire. Une famille lambda se retrouve catapultée dans une affaire d'espionnage et de terrorisme. Le mystère monte crescendo doucement dans le film. Plusieurs leviers sont utilisés pour qu'on reste capté à l'histoire principale. La suspicion de Dorothée au début du film vis-à-vis de Louis Bernard. Qui est réellement ce Louis Bernard? Est-ce que finalement il veut du mal à cette famille ordinaire? Et là, on a le switch, la transmission de l'information vitale entre ce Louis Bernard et le père de cette famille ordinaire. Et c'est là l'art du cinéma d'Hitchcock, c'est de faire basculer littéralement un film. On a le kidnapping de cet enfant pour faire pression envers la famille McKenna. On a, nous, l'envie, comme cette famille, de découvrir le plan des terroristes. Vous le voyez, on a plein d'éléments dans ce scénario pour nous maintenir captivés à ce film. Il faut bien noter avec ce film, mais avec tant d'autres de la cinématographie d'Hitchcock, il a l'art et la manière de nous faire entrer dans l'histoire d'un film. L'utilisation d'une personne ou d'une famille lambda pour que nous, téléspectateurs, spectateurs, on puisse s'identifier au personnage principal. Il utilisera beaucoup ce subterfuge dans son cinéma. Et donc sur moi, ça a fonctionné, ça fonctionne encore et ça fonctionnera. Il a vraiment l'art et la manière de me capter, de capter mon attention quand je regarde l'un de ces films. On a donc une bonne histoire. Avec ça, on a aussi un duo d'acteurs principaux vraiment sublime. Un parfait équilibre entre les deux stars. Quand on a une bonne écriture des personnages et qu'on a de bons acteurs, eh bien, tout se passe bien. Et on le voit, on a une belle alchimie dans ce couple. Vous noterez qu'à l'époque, on est quand même dans les années 50, on était capable d'écrire de beaux personnages féminins. Et en symétrie à notre couple de héros principal, on a, eh bien, le couple de héros d'antagonistes. Ce couple de méchants est plutôt convaincant pendant une longue partie du film. Je suis un petit peu déçu de la fin avec ces personnages. Je trouve que de toute façon, ce qui manque à ce film, ce sont des antagonistes clairs et bien définis. Hitchcock, selon moi, n'est pas allé jusqu'au bout du potentiel par rapport à ça. Je chipote un peu, on est bien d'accord. Globalement, on a quand même un bon équilibre entre notre couple de héros, notre couple ordinaire qui devient espion un peu malgré eux, et puis l'organisation ennemie chargée de tuer un chef d'État tout de même. C'est pas un petit plan, c'est pas une petite organisation criminelle. Côté réalisation, je vais me permettre de critiquer le maître parce que je trouve que sur ce film, il n'est pas d'une grande inspiration. Bon, qu'on soit bien d'accord, il y a quand même dans ce film des plans excellents et originaux, mais c'est inégal et par moments, bien, on n'a pas l'impression d'être devant un film d'Alfred Hitchcock. On va s'attaquer, selon moi, au gros problème de ce film, c'est sa longueur. 2 heures, dans l'absolu, c'est pas énorme,
mais quand même, il y a des moments où c'est long, où ça s'étire, et je pense que le long métrage aurait pu être raccourci. Surtout sur la deuxième partie du film, où on sent un manque de rythme, où on sent un mauvais enchaînement, on va dire, des scènes. Pour exemple, la scène à l'Albert Hall est selon moi trop longue. Donc, pour cette scène de tentative d'assassinat, Hitchcock essaye de faire monter la sauce, ça prend, mais le problème c'est que c'est trop long et donc quand arrive le dénouement, eh bien on est déjà un petit peu essoufflé par la montée en puissance. Et en plus de ça, la chute, au sens propre et au sens figuré, est tellement facile et tellement simple que ça fait un peu flop. Juste après, ça s'enchaîne très très vite. Alors qu'on vient de passer un long moment étiré de montée en suspense, de montée en puissance, et puis avoir une chute un peu facile derrière, ça va très très vite, ça va trop vite, ça déséquilibre, je trouve, cette partie du film. C'est le même reproche que je vais faire aussi à la scène du taxidermiste. Il y a une belle montée en puissance, on se demande ce qui se passe, on se demande si c'est la personne que McKenna doit voir, et puis ça fait flop parce que ça se termine par un espèce de quiproquo entre humour et bagarre bizarroïde, comme si le réalisateur n'avait pas trop prévu la fin de cette scène, et on a l'impression d'une grande improvisation dans cette scène. C'est un peu dommage, et ça, voilà, ces deux scènes spécifiques sont dans la deuxième partie du film, qui je trouve s'étire un peu, elle est un peu brouillonne par rapport à la première partie, qui est plutôt bien menée. Alors après, une petite chose un peu ennuyeuse, mais c'est parce que ce film a déjà 70 ans, la découverte de l'Orient, là, clairement, on est dans du cliché, mais parce que on a 70 ans de recul par rapport à ce film. Par contre, mention spéciale à la scène du restaurant que je trouve plutôt drôle. Et c'est ça que j'apprécie dans les films de cette époque. On a parfois de l'humour, mais c'est discret, c'est fin, et c'est pas lourdingue, comme certains films récents. Alors, que dire aussi de la musique? Bernard Herrmann à la baguette, c'est tout simplement fantastique. Je suis très admiratif du boulot qu'il a pu faire avec Alfred Hitchcock. Ces deux-là réunis ont vraiment fait des films formidables, avec une osmose parfaite entre l'image et le son. Et là, c'est un reproche que je peux faire à ce film. Je trouve qu'il manque, dans la première partie du film, de la musique. On n'a pas de morceaux de musique intéressante qui pourrait faire encore davantage monter la mayonnaise. Ça vient de temps en temps, et c'est un peu dommage, moi ça m'a manqué. On a clairement un bon cru Hitchcockien avec ce film, mais on a, je trouve, un problème d'équilibre sur certaines scènes, et globalement on traîne un peu en longueur. Même après de nombreux visionnages, je passe toujours un bon moment en regardant ce long métrage. Je vais donc lui donner une note de 3,6 sur 5. Vous avez pas fini de l'entendre, mais qu'est-ce que j'aurais aimé que Alfred Hitchcock tourne un James Bond. C'est selon moi un grand rendez-vous manqué. Mais bon, on va pas se mentir, les producteurs de la saga ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait mettre un bon réalisateur aux commandes d'un James Bond. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé cette vidéo, et en attendant de se revoir, je vous dis ciao!